Après avoir fini les deux Super Mario Galaxy, je me suis posé la question de quel jeu je devrais jouer à présent. Est-ce que je devrais essayer des jeux Switch en espérant être débloqué? Est-ce que je découvrais d'autres jeux qui ont marqué mon enfance sur Wii? Et en fouillant un peu, j'ai trouvé quelque chose que je savais même pas que j'avais. Que ce soit ma mère qui a trouvé un moment donné dans une vente de garage pas cher. Hein, je le sais parce que c'est dans une boîte qui n'est pas une boîte de jeu. C'est juste un genre de carton où on met des fois des DVD dedans. J'ai joué et j'ai pris une claque. Yo les boys et les girls, c'est Chibal pour enfin l'épisode 2 d'épreuve du temps sur un autre jeu vidéo certes, mais à l'inverse de Super Mario Galaxy, c'est un jeu que je n'ai jamais joué et donc j'ai à peine, disons 10%, que j'avais à peine 10% de connaissances avant de jouer. Vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui on va jouer. Ben oui, on va analyser le jeu Super Paper Mario. Pour vous dire, hein, regarde, ça c'est la boîte dans laquelle ma mère l'a trouvé. Là. C'est pas la boîte du jeu, ça. Là. Donc Super Paper Mario, sorti en 2007, exactement comme le premier Mario Galaxy, sur la même console, la Wii, avec le même perso principal. Techniquement. Parce que des gens disent que Mario et Paper Mario, que Peach et Paper Peach, c'est pas le même personnage. Et même s'il y a quelques différences, globalement, ça reste la même chose. Donc, pour vous présenter ce jeu-là, si vous ne connaissez pas, Paper Mario, c'est un spin-off de la série Mario, qui est... Et le principe même, c'est qu'on joue dans un monde en 2D. Mais où toutes les choses sont faites pas naturellement. Enfin, pas naturellement dans le sens qu'on n'a aucun humain, on a des papiers. Les personnages sont tous faits de papier ou d'autres matières. En fait, non. Je pense que c'est majoritairement du papier. C'est pas comme Yoshi, parce qu'il y a Yoshi en carton, il y a Yoshi en boule de laine, Yoshi Woolly World, magnifique. Voilà, mais non. Là, on est vraiment, majoritairement, on est que sur des personnages en 2D faits de papier. Et donc, ça déroge pas à la règle, même si vous allez voir qu'il y a une particularité dans ce Paper Mario qui est vraiment très bon. Mais l'autre particularité la plus folle, c'est que ce jeu-là a une histoire. Et Dieu sait que les Mario d'habitude, les histoires, ça se résume en Bowser kidnappe Peach, Mario et parfois Luigi sauve la princesse. Et là, non. Parce que dans ce jeu-là, on peut jouer les 4 personnages susmentionnés. On peut jouer Mario, Peach, Bowser et Luigi. Des fois, à certains moments du jeu, non. Mais majoritairement, on peut jouer à peu près chacun de ces personnages-là qui ont chacun leur particularité. Donc, c'est quoi l'histoire? On se rapproche plus d'une histoire un peu à la medieval fantasy ou dans des trucs comme Dragon Ball. En gros, le monde va se faire détruire par le comte Bleck. C'est l'antagoniste principal, hein, avec ses subalternes, qui s'appelle donc Ho-Chunks, qui est un mec musclé sans cervelle. Mimi, une petite fillette qui a l'air gentille, mais qui est une vraie démone. Et Dimensho, qui contrôle les dimensions, comme dit son nom très clairement. Eusinastasia, mais elle ne sert pas à grand-chose, hein, c'est juste une genre de secrétaire. Donc, cette belle gang-là veut détruire le monde pour aller reconstruire un. Très classique sur les motivations de l'antagoniste. Et Mario, qui d'un coup découvre tout ça, est envoyé à Flipside, qui est un endroit où les gens ont besoin de 7 cœurs. 8 techniquement, il y en a un à la fin. Donc 8 cœurs, un rouge, un orange, un jaune, un vert, un cyan, un bleu, un violet et un blanc, pour contrer des cœurs de chaos, parce que ça c'est des cœurs purs, pour contrer les cœurs de chaos qui donnent le pouvoir aux antagonistes. Et donc Mario va traverser plusieurs portes, plusieurs mondes, et attraper ces cœurs-là. Voilà. Donc c'est un peu comme Son Goku avec les Dragon Ball, si vous voulez. Donc déjà, je sais que l'histoire est extra classique. Hein? Il y a tous un peu les clichés. Il y a Merlin, hein, le mec qui un peu le sage du village, genre Panoramix, Gandalf ou Dumbledore, genre de personnage-là. Et le fameux héros qui sauve tout le monde. Mais ce coup-ci, il n'y a pas de princesse à sauver. C'est un monde. Voilà, Mario sauve le monde. Ça répète ça le nom du jeu. Et justement, le nom du jeu n'est pas très original parce que j'ai découvert que Super Paper Mario, c'était le 3e jeu. Après Paper Mario tout court sur 64 et Paper Mario et la porte millénaire, qui est le plus connu et le mieux noté,
sorti sur GameCube. Lui, c'est le troisième. Fait que pourquoi le troisième, ils n'ont pas trouvé une plus grande inspiration qu'à appeler Super Paper Mario? Il y a eu Color Splash sur Wii U après coup, que j'ai joué. Il y a un, je pense, c'est Sticker Star, qui est le moins bien de tous. Puis un sur Switch Origami King. Et sûrement un sur Switch 2 un moment donné. Et peut-être Paper Mario dans Smash un moment donné, même si on a déjà Mario et Dr. Mario. Mais voilà. À travers ces mondes-là, donc il y a 4 personnages. Et qui ont toutes une particularité qui fait que chacun est unique. Mario, le protagoniste, a un pouvoir excellent. Et quand je vous ai dit que le jeu était seulement en 3D, c'est pas tout à fait vrai. Avec Mario, on peut flip de dimension. Dans le sens que d'un côté, admettons on est en 2D, Mario... Ah bah non, c'est le mauvais bord. Mario, il marche, c'est comme ça. Ou n'importe quel personnage d'ailleurs. Et bien, si on clique sur A avec la manette, il va changer de dimension et ça va être en 3D. Voilà, donc on a un monde 2D où tu as des trucs pour sauter, des trucs pour descendre, puis des fois tu as des trucs pour flip. Et ça, c'est extrêmement utile, et déjà c'est extrêmement imaginatif, mais c'est extrêmement utile parce qu'il y a des choses qu'en 2D, tu les vois pas ou tu peux pas interagir avec, mais sous la forme 3D, tu peux y aller. Et des fois, c'est obligatoire pour passer certaines choses. Donc, c'est pour moi une mécanique vraiment géniale. Peach, de son côté, c'est un peu plus simple comme mécanique. Elle peut aller loin. Mettons, il y a un gros gouffre. Elle saute. Elle prend son parapluie. Si vous avez vu le film Mario Galaxy, vous savez de quoi je parle. Ou même Princess Peach Showtime, je pense que... Non, peut-être pas Princess... Ben, vous savez que Peach a un parasol, voilà. Elle prend son parasol, elle est capable de flotter loin. Admettons, il y a un gap, tu sautes long, elle est là, elle saute, elle fait... Puis elle arrive de l'autre bord. Dans le même genre, il y a Luigi qui, lui, à la place d'aller loin, il va haut. Il y a un saut qui le mène hyper haut. Et t'as Bowser, parce que bon, pourquoi régner sur un monde qui n'existe plus? C'est pour ça qu'ils sont restés avec eux autres. Lui, il est très lent, il saute fuck all haut, mais il est fucking résistant et il fait des dégâts. Parce qu'évidemment, comme dans chaque Mario, on peut battre les ennemis seulement en sautant dessus. Mais il y a des pouvoirs aussi, comme dans n'importe quel RPG qui se respecte. Hein, des trucs de feu, de glace, d'électricité, des trucs pour se soigner de poison ou de gagner ses PV, ou augmenter sa puissance, sa défense. On est vraiment dans un truc à la Final Fantasy. OK? Pour faire un peu de comparaison, même si je n'y ai pas joué, mais je connais un peu le délire. Et, voilà. Et donc, tu as Bowser, et lui, il est capable de cracher du feu sur les ennemis. Tout simplement. Donc, chaque personnage sont des fois obligatoires à certaines zones. Il y a des endroits où tu dois aller haut, des endroits où tu dois traverser un grappin. Un ravin, merci. Là, tu dois flip. À chaque fois, il y a des moments, et c'est pas juste, tu prends ton perso préféré, tu joues avec. À chaque fois, il y a une manière, le jeu t'oblige à jouer tel ou tel personnage à chaque moment précis, parce qu'avec les autres, ça marche pas. Tout simplement. Et ça, c'est évidemment une mécanique que j'ai adorée, parce que dans Mario Galaxy, admettons, on joue juste Mario, et oui, il y a des pouvoirs. Et là aussi, il y a des pouvoirs. Hein. On peut se dédoubler, enfin, même c'est des, je sais pas combien. En tout cas, avoir des mini de soi, hein, et ça, c'est pour tout le monde. Une étoile qui nous fait grandir super grand, ou ce genre d'affaires-là. Mais pouvoir se permettre de jouer chaque personnage dans des moments précis, je trouve que c'est très ingénieux. C'est pas totalement instinctif pour quelqu'un qui commence à jouer. Mais quand tu as la main, c'est vraiment ingénieux et très le fun. Et en plus de ça, tu as encore d'autres pouvoirs, là il s'applique à tous les personnages, qui s'appellent les pixels. Il y a un perso très important du jeu qui s'appelle Tipeee et qui va nous guider à travers les 8 mondes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler des 8 mondes. Ça aussi, c'est une très grande force du jeu. C'est un genre de papillon qui nous permet deux choses très importantes. Analyser les alentours, tu pointes la manette, oui, et tu peux analyser à peu près tous les ennemis ou toutes les choses aux alentours. Et tu peux faire apparaître des trucs invisibles. Parce que des fois, il y a des endroits où tu te dis, attends, de fuck, on peut rien faire, c'est bloqué. Et là, tu pointes, et là, ça apparaît. Et donc, tu es bien content d'avoir Tipeee dans ta gang, avec le même principe. Et c'est surtout le seul, ça s'appelle des pixels, c'est le seul pixel qui a vraiment une importance fondamentale dans l'histoire du jeu. Je vais pas spoiler la fin, parce que oui, d'habitude, on peut se permettre de spoiler la fin de Mario vu qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Là, il y en a une, je vais vous permettre d'aller la découvrir.
Après ça, le premier qu'on pogne, il s'appelle Toro. Et lui, il est en forme de main et il permet d'attraper et de lancer des objets. Tu peux prendre n'importe quel ennemi, à part ceux qui ont des pics, hein, attention, tu vas te faire mal. Donc, t'attraper n'importe quoi et des balancer. Que ce soit des objets que tu balances sur un ennemi que tu balances sur un autre ennemi, ou n'importe quoi. Il y a Boomer, pardon. Oui, Boomer, exactement. Vous savez exactement ce qu'il fait. Il explose, c'est une bombe. Donc, lui, il fait des gros dégâts, mais il faut bien les placer. Ça dépend. Et des fois, il y a des trucs. Et là aussi, avec chaque pixel, des fois, tu es obligé de les utiliser pour te débloquer de certaines choses. Mettons, il y a un truc fissuré, ben, tu l'utilises, tu utilises la bombe, tu fais péter le truc, puis tu peux passer. Pour Turo, ben, Turo un peu moins, mais il est quand même très utile, on l'utilise très souvent. Slim, lui, on sait qu'on est... ça va paraître étrange parce que j'ai dit que c'était Paper Mario, mais il permet de devenir de la largeur d'un papier. Mais attention, parce que Mario et tous les autres personnages sont en 1D, c'est une feuille de papier, mais Slim permet d'être invisible quand tu bouges pas. D'être tellement mince, encore plus qu'un papier, que quand il bouge pas, il peut pas subir de dégâts, il est invisible. Voilà. Et des fois, c'est pour passer dans des endroits extrêmement étroits, parce que, bon, Mario, il est trop con pour passer dans un truc. Au lieu de faire juste comme ça, il faut utiliser carrément un pouvoir pour être en papier. Mais en papier, voilà, merde, jouer au jeu, vous allez comprendre, mais en tout cas, il y a des endroits inaccessibles où tu peux pas aller si t'as pas ça, puis il y a une place où j'ai été bloqué longtemps avant de découvrir qu'il fallait que j'aille ce pouvoir-là pour continuer. Tudley, lui c'est simple, charge au sol. Voilà. Ça, c'est un classique des Mario, ben il faut un pouvoir pour faire ça. Il y a Carry, qui permet de se transporter à travers un endroit infranchissable. Je dirais que celui-là et le prochain, c'est sûrement les deux qui sont utiles, qui sont très utiles à un ou deux moments, mais qu'on n'utilise quasiment jamais après. Parce que lui, il permet de transporter des endroits infranchissables comme des pics. Puis lui d'après, Flip, ça retourne des objets d'une dimension à l'autre. Des fois, il y a des failles, puis quand tu retournes, il y a un truc qui apparaît. C'est utile 2-3 fois dans le jeu, mais après ça, on l'utilise plus jamais, puis c'est un peu triste, quoi. Ça aurait été bien d'utiliser plus souvent. Il y a Kudge, lui, c'est les coups de marteau. Ça aussi, c'est un très utilisé, surtout dans les Paper Mario. Mais ça fait un peu le même travail que la bombe, mais encore au lieu d'en distance. Et finalement, tu as Dottie qui lui permet de se rendre minuscule. Mais quand je dis minuscule, c'est pas Mario il est de même, il devient de même. Non. Mario il est de même, il devient de même. On le voit à peine, il fait des... Il va hyper vite, mais il est minuscule. Puis il permet évidemment de rentrer dans des endroits inaccessibles là aussi, mais là on parle pas d'endroits étroits, on parle d'endroits très petits. Et donc, encore là, comme les personnages, c'est des rapports typiques qu'on utilise tout le temps. Les autres pixels, on les utilise à des moments précis, mais peuvent être utilisés à peu près à n'importe quel moment aussi, ben, ça dépend lesquels. Donc là aussi, on est sur un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé de ce jeu-là. C'est les différents pouvoirs qu'on peut utiliser à différents moments et qui nous sortent bien du trouble des fois. Avant de parler des chapitres, parce qu'on va y arriver, vous inquiétez pas, il y a le hub central, le QG, Flipside. Vous allez découvrir plus tard aussi, il y a Flopside qui est l'autre côté. Vous allez découvrir une mésaventure aussi que j'ai eue avec la découverte de Flopside. En gros, c'est le hub central. Tu as une population de gens là. Il y a des magasins pour acheter de la bouffe, pour soigner, pour cuisiner afin d'améliorer ça. Un endroit pour dormir, hein, pour récupérer des PV, pour acheter... pour avoir des indices, pour parler à des gens, voilà. Donc c'est un QG assez classique, rien de bien spectaculaire, mais plutôt sympathique, surtout quand on sait qu'il y a un autre côté, un Flopside où tout est à l'envers. Et pour le découvrir, faut le faire. Déjà, il faut le faire. Il faut utiliser la bombe, justement. Et il y a une énigme où je suis resté bloqué 45 minutes en découvrant qu'il fallait juste que j'aille en ordre. Voilà, il fallait juste que j'aille en ordre, mais je pensais qu'il y avait un truc plus compliqué, une genre de méthode cachée, mais j'oublie assez vite que même si c'est Paper Mario et pas Mario, et que, sérieux, on va en parler, il y a des blagues, des fois, des trucs qui sont assez limites,
pour quelque chose estampillé Nintendo Mario. Mais faut pas oublier qu'à la base, Mario, c'est pour enfants. Il allait pas mettre un truc extrêmement compliqué pour des gamins de 12 ans, tu sais. Donc j'aurais pu me deviner que ça n'aurait pas été si dur que ça, finalement. Bon, mais voilà. Dernière chose, je vous promets, avant d'enfin tacler sur les chapitres, j'ai joué au jeu en anglais. Voilà, j'avais pas le choix. La version du jeu était de même et je pouvais pas changer la langue, on n'est pas sur Switch. Donc j'ai été obligé de jouer avec la langue anglaise et j'avoue, ça m'a fait un peu chier parce que autant ça va, l'histoire est pas compliquée, on comprend à peu près ce que les personnages veulent dire, mais moi ce qui m'énerve, c'est deux choses. Les blagues et les dialectes. Dans le jeu, hein, pas dans la vraie vie. La raison que pourquoi ça me fait chier dans les deux cas, c'est la même affaire, c'est que dans les deux cas, des fois, il y a des expressions, des mots, des tics de langage qui me permettent pas de tout comprendre et ça m'énerve. Genre des personnages qui ont un accent, je sais pas, un peu anglais, un peu allemand ou juste qui raccourcissent ces mots ou qui utilisent des termes hyper techniques. Ça me fait chier parce que je comprends pas. J'aurais vraiment aimé avoir le jeu en français, et je suis sûr que je l'aurais encore plus aimé en français, mais ainsi soit-il. Et évidemment, tous les noms que j'ai dit, peut-être qu'en français, c'est pas exactement le même. Hein, regarde, quand on lit les noms. Toro, Boomer, Slim, Tudley, Carrie, Fleep, Cudge, Dotty, Tippy. Majoritairement, on est sur des noms assez anglais que je suis sûr qu'en français, c'est des noms différents. En genre, Count Black, j'ai appris qu'en français, il s'appelait Count Gnac. Voilà, j'avoue, je préfère Blake, mais j'aurais quand même aimé jouer à la version où il s'appelle pas Blake, t'sais. Donc ça, c'est pas de la faute du jeu, c'est de la faute que j'ai pas la bonne version et que, voilà, je suis pas capable d'y jouer en version française. Mais le pire, c'est que quand tu ouvres le truc, c'est écrit « Put de télécommande oui sideways ». Donc c'est écrit la télécommande oui en français, puis après, il n'y a plus rien de français. À part certaines petites choses, mais des bribes, quoi. C'est chiant. Mais bon, c'est pas un défaut du jeu, c'est un défaut de la version que j'ai. Bon, parlons des mondes maintenant. Il y en a 8. Et chacun est unique en son genre et il y a des trucs qui, des fois, c'est des trucs qui sont juste dans ce monde-là, mais qui rendent le truc hyper immersif. On commence classiquement avec le classique de chez classique de la plaine. Voilà, l'endroit où c'est un peu l'introduction du jeu pour présenter les mécaniques, présenter comment fonctionnent les combats et comment est le monde. Donc c'est un monde correct, mais sans plus, parce que il n'y a rien de spécial. Et je vous jure, c'est celui qu'on va parler le moins, parce qu'après les autres, là, juste dès le deuxième, c'est un manoir. Et ce qui est fou avec celui-là, c'est qu'on découvre le personnage de Mimi, que je connaissais déjà un petit peu. J'ai déjà vu dans des vidéos sur Mario. Et en gros, au début, je pense, du deuxième niveau, ou troisième, non, c'est deuxième, on claque sur un bloc, boum, et on pète le vase. On pète un vase. Là, t'as Mimi qui est vénère, et elle nous demande de payer 1 million de pièces pour rembourser. Voilà, on doit faire un remboursement dans un jeu Mario. Les enfants, ils savent même pas c'est quoi un remboursement. Donc, ça part mal. Mais, comment on gagne la thune? Il y a 3 manières. Et il y en a 2 qu'il faut pas utiliser à long terme parce que sinon, tu vas te niquer les droits. Il y en a un où il faut sauter pour faire de l'électricité pour le manoir. Et chaque saut équivaut à 1 pièce. Tu t'imagines faire ça 1 million de fois? Admettons, chaque saut, c'est 1 seconde. Et c'est peut-être même plus. 1 million de secondes, c'est combien de temps? Admettons une journée. 24 fois 60. Déjà, je sais même pas c'est quoi le chiffre, mais en tout cas, c'est gigantesque. Donc, en une seule journée, on pourrait même pas réussir à le faire. Et il y a une méthode qui est plus rapide qui nous fait gagner bien plus. Une place VIP où tu roules dans un truc de hamster. Et là aussi, ça va quand même plutôt vite. Mais c'est encore beaucoup trop lent. Je te jure, ma mère l'a fait 5 minutes straight, elle a fait gagner 100 pièces. Je rappelle, il en faut pas 1000, il en faut 1 million. Donc la façon de réussir à se sortir de ce bourbier, c'est d'utiliser Slim, de trouver Slim en se mettant en 3D,
pour réussir à pogner le pouvoir, se faufiler à un endroit et voler dans le coffre-fort pour prendre les 1 million puis les donner pour rembourser. C'est tellement goofy des fois les solutions que ça en devient hyper drôle. Mais en termes de drôle, le troisième monde, c'est clairement le meilleur. Parce qu'on est sur un monde en pixel art. Donc tout est fait en carré comme le Mario de 85. Et on découvre le personnage original le plus barré, le plus détraqué du jeu, Francis. Francis, c'est un caméléon otaku. Et ça le dit sans se cacher, c'est vraiment otaku qui est utilisé dans le jeu. Et c'est le truc qui m'a vraiment surpris, c'est l'utilisation de mots que d'habitude, tu dis dans un jeu Mario, ça n'a rien à foutre là, et là, c'est là. Autant des fois, ça me fait chier parce que je comprends pas, mais autant quand je comprenais, je trouvais ça incroyable. Des brisages de quatrième mur, en voit ça, en voilà. Il y a un moment où on fait un genre de visual novel, c'est-à-dire qu'on... Là, t'as le perso de Francis qui pense qu'on veut faire un date avec, parce que quand on rencontre le perso, faut pas être Mario ou Bowser, faut bien être Peach, sinon il nous accepte pas, il nous dégrisse. Et voilà, on a un jeu de romance qui commence pendant 5-6 minutes, et c'est très drôle. Puis les rêves, frère, je jure, le perso de Francis, si vous avez joué à Undertale, il ressemble à Alphys. C'est un personnage otaku qui aime les animés, les jeux vidéo, la technologie, puis tout ce genre-là. Et le perso en soi est assez dégradant, mais il est très bon dans le fait d'être dégradant. Puis ce monde de pixels-là utilise beaucoup de choses aussi visuellement. Il y a un monde haut qui n'a pas trop rapport, mais qui est quand même sympa. Mais quand on rentre dans le manoir de Francis, c'est là qu'on voit le génie. Je pense que c'est le génie le plus haut de ce jeu-là, c'est quand on est au troisième monde dans le boss final. Vraiment super épique. Le 4 et le 5e sont censés être inversés parce que d'un côté, on est dans le futur et dans l'autre, on est dans le passé. Le monde 4, on est dans l'espace. Voilà. Quand on se dit, wow, super, la même année que Mario Galaxy, on a encore Mario dans l'espace. Sauf qu'il y a un truc qui est extrêmement drôle. Mario dans Mario Galaxy, il n'y a pas besoin d'être en tenue d'astronaute ou d'avoir quoi que ce soit pour réussir à survivre et à continuer l'aventure. Mais Paper Mario, dès qu'il est dans l'espace, il étouffe. Et il faut que tu ailles chercher un bocal d'un gamin dans le village pour se le mettre sur la tête, puis passer. Pourquoi Mario n'a pas besoin et Paper Mario si? J'en ai aucune idée, mais j'ai trouvé ça très drôle. Et après, on est sur un système un peu à la shooter, un peu comme les vieux jeux Space Invaders ou ce genre de choses, où on a un petit personnage qui lance des trucs. Et en gros, c'est un gun quasiment, le personnage. Là. Il peut tirer sur n'importe quoi. Et c'est encore là très ingénieux. Parce qu'on découvre aussi à travers chaque endroit le lore de l'endroit. Parce qu'il y en a, par exemple, dans l'espace, justement, ce petit perso-là, c'est le fils de la reine. Dans le 7e monde, vous allez découvrir qu'il y a aussi un délire d'une fillette qui a un lien avec 2 mondes. Dans le 6e, on est sur une référence historique à notre monde. Voilà, donc on a beaucoup de références à des trucs réels. Et c'est vraiment très le fun. Et dans l'espace, quand on a le casque, puis que... Et quand on entre, quand on a le casque, le perso de Tipeee, il nous dit « Allez, mets le casque ». Mais on peut dire non. Et si on dit non, cette fois, on a un game over, parce qu'on s'étouffe. Et les choses qu'il dit après, pour essayer de nous convaincre de mettre le casque, ça aussi, c'est quelque chose qui est drôle, c'est que si tu dis oui à des trucs tout de suite, parce que c'est juste le bon sens de faire ça, ça va continuer comme de rien n'était. Mais si tu dis non, ils vont continuer à insister. Puis si tu insistes trop sur ce fait-là, parce que souvent c'est un truc où tu vas avoir un game over après, ben tu perds. Puis tu vas à ta dernière sauvegarde. Et ça, c'est très très drôle. C'est assez drôle. Et dans l'espace, c'est l'exemple que j'ai trouvé le plus drôle. Le 5e, c'est l'inverse de l'espace qui est un peu futuriste, c'est la préhistoire. Carrément, on revient à la préhistoire, et là, c'est peut-être les persos que j'ai le moins compris, parce qu'il y avait vraiment un dialecte incompréhensible. Et dans lui d'après aussi, vous allez voir, il y a un dialecte un peu, haut de gamme. Ben oui, un dialecte haut de gamme. Un dialecte un peu de riche. Donc encore là, on a des dialectes que j'ai de la misère à comprendre dans le jeu parce que c'est en anglais, parce qu'en français, ça va, je pense que je les comprendrais.
Et donc, c'est la préhistoire. Donc, tu as des hommes de Cro-Magnon que tu dois sauver. Et en gros, c'est ça. C'est des Cro-Magnons qui se font enlever, qui se font esclavager un peu par des fleurs. Bah, c'est littéralement des fleurs. Ça n'a aucun sens, mais c'est drôle. Et ce qui est aussi drôle, c'est que si sans faire exprès, tu tues un Cro-Magnon, tu perds des scores. Parce que tu as un score, tu perds le score que tu as. Et j'avoue, j'ai fait une run génocide, comme dans Undertale. Mais bon, ça change absolument rien à l'histoire. Ça aurait été le fun que ça change quelque chose, mais ça ne dérange pas que ça change rien. Ce monde-là était correct, mais je dirais que c'est le deuxième moins intéressant après la plaine, je dirais. Le sixième, on est sur le bord, parce qu'il y a un gros trou noir qui va aspirer tout. Tu es dans un Japon féodal, sur le bord des ruines, et tu dois combattre 100 personnes pour avoir le cœur pur. Mais même pas après 25, le monde se détruit. Simplement, le monde se détruit. Et après, quand tu y vas, c'est que du blanc. C'est un monde vidé de tout. Et c'est surprenant venant de Mario d'avoir choisi de faire ça. Mais après avoir fini le jeu, tu peux revenir et essayer le défi des 100. J'ai essayé, je suis allé jusqu'à 90 personnellement, mais après ça, j'avais plus assez pour me soigner, j'avais plus de PV, j'avais plus rien. Et de toute façon, j'ai vu c'est quoi la récompense, c'est des cartes. Fait que les cartes, on s'en branle. Mais le monde en soi est quand même très stylé, fait une belle référence aux samouraïs, aux ninjas et à toute la culture du Japon féodal. L'avant-dernier, et ça c'est un monde qu'on va, avant d'y aller avec le cœur, on y va parce qu'on est balancé là par Dimensho. Vous allez voir, parce que Dimensho, c'est vraiment le vrai méchant de l'histoire. Mais bon, désolé, je vous spoil un jeu de 19 ans. Et on est balancé dans le Underwear, qui est le Underground, hein, qui est l'enfer. Et après, c'est une autre place, le Over There, qui est le paradis. Donc, on est en enfer dans les deux premiers et on est au paradis dans les deux derniers. Et on découvre qu'il y a un personnage qu'on doit ramener à quelqu'un et après à une autre personne, qui est en fait elle-même le cœur pur. Et donc, on l'emmène à travers tous ces endroits-là. Au début, c'est pour sortir de l'enfer et l'autre, c'est pour aller jusqu'au chef, un peu le chef du paradis. Donc, encore là, on est sur une dualité paradis-enfer assez intéressante avec des mécaniques aussi très bien. Et pour le dernier monde, le 8e, on est sur le château du comte Bleck, du comte Niark. Et lui, c'est l'absence de couleur totale. À part les petits trucs qu'on a en haut, les vies, les pouvoirs et tout le monde du château est noir et blanc. Et la vibe est un peu effrayante, mais très intéressante. Et on joue aussi sur cette affaire-là. Il y a des endroits, c'est des cul-de-sac. Il y a des endroits où il faut découvrir, comme j'ai dit avec Tipeee, découvrir les endroits, faire apparaître des choses invisibles. Et tu as évidemment le boss de fin. Parce qu'évidemment, à chaque monde, il y a un boss. Souvent, il y a un boss à la moitié que c'est Ho-Chunk, Kumimi ou Dimensho. Mais tu en as aussi des originales comme justement Francis. Il y a un dragon. Il y a un truc de glace vers la fin. Il y a la fleur, la reine des fleurs qui a kidnappé tout le monde, tous les Cro-Magnons. Puis évidemment, tu as à la fin le camp de Bleck et finalement Dimensho sous deux formes. Et en vrai, les combats en général sont très amusants et assez diversifiés. Et surtout, et ça fait plaisir, pas trop difficile. Difficile juste assez pour que ça soit challengeant, que ça soit intéressant à faire et motivant de continuer quand on a perdu après. Mais pas ultra dur en mode ça me fait chier, j'ai plus envie. Donc la difficulté de ce jeu-là reste relativement bonne, ni trop haute ni trop basse, à part sur certaines énigmes que j'ai dû aller chercher les solutions. Donc, mon expérience en jouant à Super Paper Mario a été très positive, des personnages très diversifiés, des choses, des pouvoirs, des personnages à jouer, c'est ça. Un truc très crédible qui tient son bout jusqu'à la fin. Donc franchement pour moi, c'est un très bon, c'est un bon 4,5. Je dirais un 4,5 bas. Voilà, peut-être 4,3.
et qui aurait sûrement monté soit un haut 4.5 ou même un 5 si le jeu, j'avais joué en français. Non, je sais, c'est peut-être chiant de dire que le jeu, il aurait pu avoir une note parfaite si je l'avais joué en français, mais bon, c'est la seule version que j'ai et il n'y a pas de remake sur Switch. Fait il n'y a pas trop le choix. Mais en général, j'espère que j'ai donné envie d'y jouer. Si vous avez une Wii, si vous avez le jeu, jouez ou rejouez-y. Moi, je suis très content de l'avoir découvert. Et ben voilà, j'espère que vous avez enfin vous avez apprécié l'épisode 2 de Épreuve du temps. Sachez que les 2 prochains vont arriver en septembre et en octobre. Là, j'ai terminé Avatar, j'ai regardé le film de M. Night Shyamalan et j'ai commencé le live action Netflix. Donc, je suis sur la bonne voie, mais je pense pas finir avant octobre. Donc, ça va être l'épisode d'octobre sur Avatar. Et en fin septembre, il va y avoir l'épisode sur les 8 albums des endings de JoJo. Mais d'ici là, la semaine prochaine, pour la 5e fois et pour l'épisode 10 des lectures, je vais vous lire encore d'autres commentaires. Et ça peut paraître con parce que ça fait très peu de temps, mais je vous jure que le nombre de commentaires depuis la dernière fois a tapé le 70, donc il y a de quoi faire. Je pense même que ça va être l'épisode le plus long. Donc j'espère que vous allez être là. J'espère que vous avez donné envie de jouer à Paper Mario. Moi perso, je vais peut-être rejouer à Paper Mario Color Splash sur la Wii U. Parce que oui, j'ai déjà joué à Paper Mario, mais il était assez mythe, fait que j'ai laissé tomber. Mais là, peut-être qu'avec la vibe de moi qui a joué à Super Paper Mario, ça va peut-être me redonner envie de jouer à cela. Et je vais peut-être me pogner celui sur Switch ou le remake de Thousand Years Door, la porte millénaire, qui est pour beaucoup le grand chef-d'œuvre de la licence Paper Mario. Donc on va voir. Je pense pas que je vais faire d'autres vidéos si je joue sur d'autres Paper Mario. Mais au moins, je vous ai parlé du premier que j'ai vraiment découvert et joué au complet. Donc j'espère que vous avez aimé. J'en fais plus reparler de jeux vidéo avec Mario Galaxy, je sais, mais voilà. Niveau Masso, j'ai donné mes CV à 2 places. Donc à voir dans 1 ou 2 semaines qu'est-ce que ça va donner. Niveau livre, j'ai toujours rien fait, mais vous inquiétez pas, un moment donné, ça va arriver, je vous le jure. Mais voilà, merci, et à la semaine prochaine pour l'épisode 10 des lectures, avec des commentaires encore plus sans queue ni tête. Et il faut le faire parce que les semaines d'avant, il y en avait enfin les semaines d'avant. Les épisodes précédents, il y en avait aussi en simonac des affaires fuckées. Mais vous allez voir, les commentaires récents sont... Vous allez découvrir.